Alors bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Moi je vais vous parler en fait de comment avoir Internet sans Internet. Alors c'est un petit peu racoleur, volontairement. Les Chinois l'ont déjà fait. Mais c'est mon côté chinois justement qui m'a pris pas dessus. C'est pour ça que du coup je vais vous parler de tout ça. Alors rapidement pour me présenter. Je m'appelle Xavier Courreau, ça fait à peu près 12 ans que je fais du PHP. Actuellement, je suis employé par Techeti, société basée à Paris, et moi je suis expatrié en fait sur. Alors pour commencer, je vais vous présenter un peu un aperçu général en fait du projet. On verra ça un peu plus tard. Grosso modo, le projet, c'est un site style e-commerce, donc avec toutes les contraintes que ça implique. Alors, j'ai pas mis volontairement e-commerce à proprement parler, puisqu'on ne retrouve pas en fait la gestion de tout ce qui est panier, paiement. Par contre, on a bien cette notion de catalogue et la lecture uniquement en fait de la partie facturation. D'un point de vue, on va dire, architecture des données, on retrouve donc une hiérarchie de catégories, tout à fait traditionnelle, qui ne peuvent avoir qu'un seul parent. Les produits sont définis quant à eux sur deux niveaux. On va avoir donc un premier produit, entre guillemets, dit abstrait, qui lui va porter tous les attributs que peut avoir un produit. Si on prend l'exemple d'un t-shirt, on aura un objet abstrait t-shirt qui aura une taille, une couleur. Et par contre, on aura des produits dits concrets, ceux avec lesquels on va vraiment travailler, qui eux porteront les valeurs de ces attributs. Donc ça peut être très bien un t-shirt du coup qui est pour taille M et pour couleur bleue. Concernant les relations, la manière dont sont rattachées les catégories et ces produits, il faut savoir qu'une catégorie va être rattachée uniquement à ces produits abstraits. Donc ça facilite grandement en fait, la gestion et surtout la taille de la base de données. Je fais le switch si tu veux. Ce sera plus simple. Avec des effets spéciaux en plus. Le besoin du client, en fait, par rapport à ça, les contraintes, pardon. J'ai avancé un peu trop. Le besoin du client, donc c'est qu'en fait son site doit être mis à jour en fonction de ce qui se passe dans le réseau interne. Bien évidemment que ça soit du temps réel ou presque. Et surtout que de leur point de vue, pour les opérateurs qui vont saisir les infos, que ce soit le plus simple possible. Idéalement, bien évidemment, ça serait de n'avoir en fait à saisir l'information qu'une seule fois. Au niveau des contraintes, donc toute la base de données en fait était stockée dans un réseau interne qui n'était pas accessible aux internets, comme ça. Sachant que leur infrastructure reposait uniquement sur les produits Microsoft, notamment la base de données en SQL Server, SQL Server 2012 si je ne dis pas de bêtises. Et on va dire quelque chose qui est relativement récurrent dans la vie d'un projet, c'est le fait que les règles de gestion, de validation n'étaient pas forcément connues de tout le monde. Donc il a fallu faire une petite partie reverse engineering par rapport à ça. Au niveau des solutions, nous ce qu'on a envisagé assez rapidement, il y en a vraiment deux qu'on avait présélectionnées. Donc la première, c'était d'installer une VM chez eux directement, depuis, avec qui on pourrait communiquer et qui nous servirait une API. L'autre solution, c'était
justement le process inverse, que ce soit en fait donc, toujours une VM, mais que cette VM en fait envoie des notifications au site internet pour le mettre à jour. Alors, la manière en fait, enfin notre choix finalement s'est porté sur la deuxième solution pour une raison extrêmement simple, c'est le fait d'avoir le minimum d'éléments en fait chez le client. Là, clairement, c'était vraiment axé monitoring pur, puisque le monitoring c'est hyper important et ça permet d'avoir un état à un instant T de votre applicatif. Donc c'est pour ça que du coup, on a choisi cette solution. Juste, je voudrais revenir sur une des contraintes que j'ai oubliées. En fait, la connexion du client était, elle est toujours d'ailleurs extrêmement mauvaise. Donc, il se peut, ça leur est déjà arrivé d'avoir 2 jours sans connexion. Donc, ça corse un petit peu le sujet. 2 heures, on est fou au locaux, je pense. Donc, comme je vous le disais, nous on a choisi la seconde approche. Cette seconde approche, on l'a décortiquée autour de 3 éléments, on va dire, chez eux, donc sur cette fameuse VM. Donc, des triggers SQL, de manière à ce que quand il y a une création, une modification ou une suppression, on récupère l'info. Une cron table qui va aller lire justement ce que nous on a récupéré pour exploiter. Et ensuite, on va dire le cœur de notre système, une première instance RabbitMQ, toujours sur cette VM. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que ce soit un serveur chez eux, RabbitMQ. Alors là, c'est un petit récapitulatif schématisé de ce dont je vous parlais. Donc là, on voit clairement leur base de données va déclencher un trigger. Ce trigger, en fait, comme je le disais, va aller remplir une table qu'on a normalisée chez eux. Et ensuite, on va ouvrir un accès à la VM vers cette base de données. Alors c'est ça se fait assez facilement en fait avec PDO. Donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir, c'est la cron pardon qui va déclencher tout ça. Une fois que la cron va faire son boulot de créer des nouveaux messages en fait au serveur RabbitMQ pour lui dire hop, tu as des messages à traiter. Alors, on va revenir rapidement, on va passer rapidement sur le modèle en fait de découpage de la table qu'on a installé chez eux. Donc un ID avec le primaire qui nous sert à nous. L'action, là vous voyez que c'est un worker, ça aurait très bien pu être un enum avec CUD, create delete update. Table name, donc le nom de la table chez eux qui a été modifié. Remote PK, la clé primaire. New values, donc là on a fait le choix en fait que les triggers en fait transforment les modifications en JSON. Ça me paraissait le plus simple. Created at uniquement à titre d'info, en fait c'est pour avoir la vraie date de modification. Puisque s'il y a une coupure réseau par exemple pendant 2 jours, effectivement, nous on va se baser sur cette date-là, qui sera une valeur fiable. Unqueued, je reviendrai plus tard sur ce champ-là. Ça nous sert principalement en fait à faire du monitoring autour de qu'est-ce qui a été traité, qu'est-ce qui n'a pas été traité, où va en est la plateforme. Alors, côté site, c'est un process relativement simple, j'ai envie de dire, pour n'importe qui aurait eu l'occasion de travailler avec RabbitMQ. Donc, en fait, c'est lui qui va avoir le consumer,
chargé d'aller récupérer en fait la base. Du coup, soit la base est accessible, et dans ce cas-là, enfin le serveur RabbitMQ pardon, est accessible, dans ce cas-là, très bien, il fait son boulot. Soit c'est pas le cas, et du coup, on a une gestion d'erreur justement qui permet de réessayer un peu plus tard. Il effectue l'opération concernée. Donc là, après, c'est vraiment spécifique en fonction de ce qu'on a. Est-ce que ça va être un client, est-ce que ça va être une facture ou autre. Et surtout, à la fin de l'opération, on va créer un nouveau message RabbitMQ qu'on va renvoyer en fait à un serveur sur la même machine que le site pour lui, qui va dire « Ok, moi j'ai fait mon traitement ». Et donc là, on passe vraiment à la validation en fait, du traitement pour une modification. Donc là, on repasse en fait côté VM chez le client. La VM en fait a elle aussi un consumer qui va aller chercher les messages RabbitMQ du site internet pour voir ce qui a été, ce qui a de nouveau été traité. Une fois que c'est fait, simplement purger l'entrée correspondante dans la fameuse table update de tout à l'heure. Alors, ce qu'on en a tiré vraiment comme enseignement. Alors, je vais pas vous parler des problèmes. Est-ce que les ports sont bien ouverts ou est-ce que on a bien pensé à escaper les champs texte dans la table update. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Test et retest. Ça, je pense que c'est la vie normale d'un projet. C'est d'autant plus vrai en fait dans ces circonstances-là, parce qu'à un moment donné, on a une boîte noire. Donc, il faut vraiment avoir la certitude que, en cas de problème, ça ne vienne pas de chez vous, et que les cas d'erreur soient justement gérés. Log. Ça, je pense que ça se passe dans les commentaires, simplement le monitoring, le client qui appelle, tiens, mes produits ne sont pas synchronisés, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a les logs, on regarde, on est capable de tracer un message sur tout le workflow grâce à ça. Au niveau du traitement, en FIFO, first in, first out, simplement en fait, ça pourrait être une source d'erreur en fait de mettre à jour un produit avant même qu'il ait été créé. Donc là, clairement, après, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont se dire, ok, on va le créer, mais dans ce cas-là, quand le message de création arrive a posteriori, comment on le gère? Donc nous, on a préféré en fait se coller à ça, sachant que du coup, un message invalide peut potentiellement bloquer toute la file d'attente. C'est un parti pris. Pour ça, on a justement mis en place des systèmes d'alerte. Donc, passé un certain délai, on considère qu'il y a un vrai souci. Du coup, on va envoyer un mail à notre équipe pour dire attention, là, ça fait comment dire, 10 minutes que j'ai aucun message qui a été traité, ou la connexion est par terre, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, provoquer l'intervention humaine quand il y a un doute par rapport à ça. Bien évidemment, il faut vraiment penser au cas d'erreur, parce que forcément, on est dépendant du réseau, et donc automatiquement, il peut arriver des choses assez improbables. Typiquement, la coupure Internet, déjà, je ne pense pas que ce soit quelque chose auquel on est habitué à être confronté quand on fait du web. C'est un peu dommage. Donc du coup, il faut vraiment pas se fixer de limites dans les scénarios catastrophes. Il faut être créatif, on va faire ça comme ça. Juste pour revenir, enfin toujours dans cet aspect-là, on a la chance en plus d'avoir des super outils
maintenant. Je pense notamment à Vagrant, puisque nous, en fait, on a fait tout notre développement justement sur Vagrant. On n'avait pas forcément accès comment dire, au serveur de base, mais typiquement, poser une VM qui moque finalement la VM distante, ça permet de simuler pas mal de pannes, genre un IP table et puis couper l'accès réseau, ça se fait très bien. On regarde qu'est-ce qui se passe sur mon applicatif, ça marche pas. Le but, c'est que ça marche toujours. Ça peut arriver parfois qu'effectivement, il y a des cas d'erreur non gérés. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi, en plus de tout ça, d'utiliser Supervisor. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent. En gros, c'est un gestionnaire de process qui va les relancer automatiquement en cas d'échec. Voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? C'est des trucs que vous avez fait petit à petit, ou vous vous êtes penché au départ en réfléchissant, en vous disant on va avoir toutes ces problématiques, ou est-ce que au départ vous êtes penché en vous disant on va avoir toutes ces problématiques, il faut qu'on les solve, ou est-ce que c'est des trucs que vous avez subis, genre typiquement le fait que le client vous appelle en disant ah mais ce machin c'est pas synchronisé, et du coup après coup vous l'avez mis en... Alors en fait, je sais pas si c'est une chance ou enfin je sais pas comment dire. À aucun moment justement on a subi ce truc-là. Le cahier des charges dès le départ était suffisamment clair pour pouvoir Vous avez anticiper. prévu tous les cas Voilà. à traiter. Typiquement, sur le problème de connexion Internet, c'était quelques mots sur un document qui devait faire peut-être 30 pages. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en évidence auprès du client, qu'on a interrogé pour avoir plus d'informations, justement pour gérer les cas d'erreur. Au final, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Je crois que le pire scénario, c'était le client qui appelle « Ouais, je comprends pas, j'ai fait des mises à jour dans la base, ils sont pas répercutés. » Bah oui, parce qu'on est en phase de dev, donc on n'a pas activé l'écran. Du coup, c'est vraiment le pire problème qu'on ait eu sur cette partie-là. Éventuellement, les règles de gestion, puisque, en fait, comme je le disais au début, les personnes qui saisissent dans leur back-office les différentes informations des produits n'ont pas forcément connaissance des règles métiers. L'applicatif qui permet cette saisie n'a pas forcément non plus les règles de gestion implémentées. Donc du coup, automatiquement, quand ça remonte jusqu'au site, ça crée effectivement des problèmes, mais après, assez rapidement, on regarde, nous, grâce à notre système d'alerte, qu'est-ce qui a posé problème, pourquoi ça a posé problème. Automatiquement, on le reporte donc au client, et après, la DSI du client fait le nécessaire pour faire la modification si ça vient de chez eux. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est vrai que c'est un aspect que j'ai pas comment dire, abordé, mais il faut vraiment travailler en étroite collaboration en fait, avec le service informatique de votre client. Autant c'est relativement important de manière générale, mais à un moment donné, pour typiquement ce cas de figure, ça devient même indispensable. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives que les triggers SQL? Alors, très honnêtement, on n'en a pas trouvé, à part, comme je disais au début, l'API. Qui expose, mais il n'y avait pas cette capacité de dispatcher l'information directement à partir de l'application, où il n'y avait pas un command bus ou déjà un point central qui aurait permis, plutôt que de se baser sur le schéma. Non, justement. En fait, alors, il y en avait d'autres, mais qui, de notre point de vue, vraiment étaient beaucoup plus complexes. Là, je pense que on est relativement fiers en fait de ce qu'on a fait, parce qu'on a réussi quand même à trouver un juste équilibre entre les contraintes et le fonctionnel de manière générale, et vraiment la solution technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel dev qui fait du Symfony est capable de comprendre en fait le code et le mécanisme. Donc c'est vraiment pour ça aussi qu'on a vraiment cette politique de ok, je fais du code, ça marche, mais dans 3 semaines, si quelqu'un doit prendre le code, qu'est-ce qui se passe?
Donc l'application cliente est quand même gelée d'un point de vue schéma. Oui, ça, Il n'y a pas un risque. Il y a une trigger qui se fasse péter ou qu'il y ait une altération au niveau le trigger ne passe plus, elle est quand même dans un état qui bouge plus trop, on va dire, qui est non, stable. voilà, exactement. Ça, c'est vraiment d'où la nécessité en fait, d'être proche de la DSI du client. C'est justement de l'avertir que s'il compte rajouter un champ, systématiquement qu'il le fasse. Après, nous, on a la chance en fait, d'avoir un client qui justement comprenne bien les enjeux et les risques de cet aspect-là. Du coup, on n'a jamais eu de souci. C'est ah bah tiens, un petit mail, ok, bah là je t'informe qu'à partir de tel jour, telle heure, je vais rajouter Nicolas. Ça vaudra telle valeur, machin. Ok, on fait les modifs, on fait traîner s'il y a besoin, s'il y a besoin d'une intervention un peu plus poussée de notre part. Mais quoi qu'il arrive, on en discute. Les choses sont faites en amont et il n'y a pas de problème.